Abdoulaziz Bamogo est notre invité du jour. Il est auteur, expert en développement des médias, des capacités marketing et de la communication. Il est également, vous le savez, ancien président du Conseil supérieur de la communication CSC du Burkina. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la parution de son livre intitulé « La communication au Burkina, cadre légal et institutionnel ». Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour mon frère et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Première question, après le Conseil supérieur de la communication, que devient Abdoulaziz Bamogo? Quel est son quotidien? Alors, pour le moment, j'ai utilisé une bonne partie de ce temps après la mission au Conseil supérieur de la communication pour travailler sur ce livre qui vient d'être sorti. Et puis, je suis actuellement dans des activités de consultance en matière d'accompagnement des institutions sur les volets stratégiques, mais aussi également sur le renforcement de la réputation des institutions dans un contexte où le dynamisme, la floraison des sources d'information rend vulnérables les structures à cause de l'espace médiatique numérique qui est devenu très large et difficile à contrôler. Vous êtes également publiciste. Est-ce que dans ce domaine aussi, on est de tout repos ou est-ce que les activités continuent? Oui, c'est un peu lié. C'est-à-dire que c'est un peu comment associer justement la qualité du travail des structures et puis l'apport de la communication pour renforcer justement la réputation des structures et des organisations. Donc, dans cette expertise-là, il y a ce volet communicationnel et puis il y a le volet qualité des produits, des services et puis performance des institutions. Comment ces volets-là peuvent être supportés par une communication de qualité qui arrive donc à préserver la réputation de la structure dans un contexte de fragilité liée au développement de l'espace numérique. Alors, je l'ai dit en début d'émission quand je présentais, vous êtes de retour avec une nouvelle parution, un livre intitulé « La communication au Burkina, cadre légal et institutionnel ». Déjà, dites-nous, comment est né ce projet ? Le projet est lié à mon parcours dans l'espace communicationnel de notre pays. Vous savez, j'avais été d'abord président des publicitaires associés et à ce niveau déjà, j'avais travaillé à adopter un certain nombre de textes qui encadrent la publicité dans notre pays, notamment le code de déontologie, le code d'éthique et puis la charte qualité des publicitaires associés, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés. On avait parlé à l'époque d'assainir le secteur parce qu'il y avait des acteurs qui agissaient dans un cadre, j'allais dire, dans un espace gris, qui n'étaient pas forcément des acteurs légaux au sens des textes qui étaient promis. Donc il fallait travailler à assainir le secteur et renforcer la structuration de ce secteur-là. Donc on avait adopté les textes professionnels, mais aussi on avait travaillé avec le gouvernement à adopter une nouvelle loi qui porte réglementation de la publicité au Burkina Faso ainsi que son décret d'application. Quand je suis arrivé au Conseil supérieur de la communication, j'ai remarqué qu'il y avait des textes qui existaient mais qui n'étaient pas connus des acteurs. Voilà. Et beaucoup d'acteurs qui étaient auditionnés pour des manquements, on se rendait compte que beaucoup ne connaissaient pas véritablement les textes. Et donc, je m'étais engagé à chercher, à fouiller, à trouver ces textes-là. Et donc, j'ai fait ce travail de fouille, de collecte, de compilation et d'organisation de l'ensemble de ces textes-là pour mettre ça à la disposition des professionnels pour dire, si vous voulez vraiment avoir des pratiques conformes, voici ce qu'il faut respecter. Donc au quotidien aujourd'hui, les professionnels du secteur de la communication peuvent dire, s'ils se posent des questions sur est-ce que ce que je vais faire est en conformité avec les textes ou pas, ils ont un cadre de référence qu'ils peuvent aller consulter pour pouvoir s'assurer qu'ils ont des pratiques qui sont conformes. Donc c'est dans la logique, dans la suite de cet engagement pour un secteur de la communication plus conforme, plus structuré, plus organisé, que j'ai produit donc ce livre-là, cette compilation des textes qui encadrent la communication dans notre pays.
Est-ce à dire que l'ouvrage s'adresse principalement, ou je dirais exclusivement, aux acteurs de la communication et aux professionnels des médias? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est principalement aux professionnels du secteur de la communication, c'est-à-dire les acteurs des médias, vous, les journalistes, les animateurs, les gestionnaires, les promoteurs des médias, les acteurs de la publicité et les responsables de marketing, de communication dans les institutions, que ce soit les institutions publiques, les organisations de la société civile, les entreprises privées, mais aussi ceux qui produisent des contenus sur Internet. Aujourd'hui, il y en a qui sont des professionnels, mais il y en a qui ne sont pas aussi des professionnels. Mais tous ces gens-là qui touchent à l'activité communicationnelle, à la production de contenu, à la diffusion de contenu informationnel au Burkina Faso, ce recueil-là est adressé principalement à ces professionnels-là. Mais il est adressé aussi au monde académique. Les étudiants, les enseignants qui sont dans le domaine de la publicité, du marketing, de la gestion des médias, de la communication digitale, ce livre-là s'adresse à eux pour leur permettre de connaître en amont les acteurs, les mécanismes qui sous-tendent l'organisation, le système de la communication au Burkina Faso, afin que déjà ils se projettent comme des acteurs qui respectent les normes, qui respectent les principes lorsqu'ils vont être prochainement sur le terrain. Puisque vous parlez de projection, quels sont aujourd'hui les enjeux de la structuration du secteur de la communication au Burkina? Alors, je pense que d'une part, au regard du contexte, il y a vraiment de très grands enjeux liés notamment à la sécurité de notre pays, à la préservation de l'unité nationale. Vous voyez un peu les publications qui sont faites sur Internet particulièrement. Il y a, je pense, à peine 24 heures, on a vu une publication du gouvernement qui appelle les leaders religieux à arrondir les bords dans leur discours et en disant que dans le contexte que nous traversons, ce discours-là peut davantage fragiliser le pays et rendre difficile les efforts de notre pays pour lutter contre le terrorisme et vraiment acquérir le plein contrôle de notre territoire national. Donc, il y a un enjeu lié à la sécurité, à l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans le contexte que nous traversons. Il y a un enjeu économique lié aux professionnels. Vous savez, si on n'a pas une bonne structuration de ce secteur-là, ceux qui investissent dans la communication, comme vous, comme un média comme 3TV, qui recrutent des jeunes formés dans nos universités, qui payent l'impôt, qui s'obligent à respecter les lois, ces structures-là ne vont pas bénéficier des retombées économiques de ce secteur-là. S'il n'y a pas une bonne structuration, ça voudrait dire qu'on va avoir des acteurs qui ne sont pas légaux, qui vont pomper une bonne partie des revenus, et ça, ce n'est pas bon forcément pour le secteur de la communication dans notre pays. Il y a des enjeux sociaux. Les médias contribuent à l'éducation de la population, que ce soit pour les bons comportements au niveau social, que ce soit au niveau du civisme, que ce soit au niveau de la pratique, de la participation dans la gouvernance de notre pays. Les médias concourent à éduquer la population. Si nous n'avons pas un cadre structuré qui les préserve, qui renforce leur pouvoir, leur capacité d'agir, eh bien nous allons perdre tous ces éléments, toute cette possibilité d'influencer notre population, d'influencer notamment nos jeunes. Quand on regarde en termes de communication, on a l'impression que l'accent est beaucoup plus mis au niveau du secteur des médias. Pourtant, les dérives, vous avez rappelé le contexte tout à l'heure, hein. Oui. La plupart des dérives que l'on connaît ne sont pas essentiellement liées aux médias qui font preuve d'un certain professionnalisme. Oui. C'est plutôt au niveau des réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Et si vous regardez, quand vous prenez le cadre légal et institutionnel de la communication au Burkina Faso, vous allez remarquer que les textes les plus récents portent justement sur l'encadrement de la communication numérique.
Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience quant au fait qu'il y a beaucoup plus d'enjeux aujourd'hui liés à la gestion de l'espace numérique. Et c'est vrai, et c'est parce que la plupart des acteurs les plus influents, les plus structurants de l'espace numérique sont des acteurs externes, donc que nous ne contrôlons pas. Bon, n'empêche, sur l'espace des réseaux sociaux, beaucoup d'activités qui ont de l'impact, qui ont de l'influence sur le Burkina Faso sont produits par des gens du Burkina Faso, par des citoyens du Burkina Faso, d'où l'importance de travailler à sensibiliser davantage ces acteurs-là pour qu'il y ait des pratiques plus conformes. Mais cela n'exclut pas qu'on regarde le travail des médias traditionnels qui somme toute est toujours très important. Si vous prenez les zones urbaines, on a beaucoup de citoyens qui s'informent à travers Internet, à travers les portables, mais quand vous allez au-delà, les populations burkinabées écoutent beaucoup la radio, suivent toujours la télévision. Donc ces médias ont toujours un rôle très important dans la construction de l'opinion publique au Burkina Faso. Et même la presse écrite, c'est vrai que son influence s'est beaucoup amoindrie ces dernières années, mais beaucoup d'élites dans les zones urbaines continuent de s'informer à travers la presse écrite qui il donne beaucoup plus de crédibilité que d'autres formes d'autres supports d'information. On parle de cadre légal et institutionnel. Oui. L'autre question que j'ai envie de poser, comment est-ce que ce cadre pourrait permettre d'associer liberté d'expression et responsabilité sociale? Alors, il y a dans ce cadre-là des textes de loi. Il faut savoir que le cadre global de la communication au Burkina Faso tend à protéger, à promouvoir la liberté d'expression. Et ces dernières années, notamment au regard du contexte difficile de crise sécuritaire que nous traversons, il y a beaucoup de textes qui ont été produits pour mettre en avant la responsabilité des acteurs, pour dire que c'est vrai, vous êtes libre de vous exprimer comme voilà, c'est garanti, votre liberté d'expression est garantie, mais nous traversons des moments difficiles qui vous obligent à beaucoup de responsabilités dans ce que vous dites, dans ce que vous partagez à travers les réseaux sociaux. Donc le cadre là mobilise des textes qui garantissent la liberté d'expression, mais aussi d'autres textes qui interpellent, qui engagent la responsabilité des acteurs. Aussi bien les citoyens lambda, le citoyen burkinabé, que les acteurs professionnels. Par exemple, le Conseil supérieur de la communication a édicté des conseils, les 10 conseils pour des pratiques responsables vis-à-vis des réseaux sociaux, qui s'adressent aux citoyens burkinabés pour dire, au regard du contexte que nous traversons, faites beaucoup attention, par exemple, quant à partager des informations sur les réseaux sociaux. Mais il faut noter aussi que, par exemple, le code pénal, avec la loi modificative récente, a beaucoup criminalisé les informations qui sont en lien avec la lutte contre le terrorisme, avec les actes de terrorisme, et engage le citoyen burkinabé à beaucoup plus de responsabilités quand il veut parler de ces questions-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'une information qui peut porter atteinte au moral des forces combattantes, qui peut nuire à la sécurisation du territoire, peut vous coûter une année à 5 ans d'emprisonnement, 1 à 10 millions d'amendes selon le code pénal actuel. Et pour vous qui connaissez parfaitement le secteur des médias, comment est-ce que vous appréciez justement la responsabilité sociale des médias quand il s'agit de donner certaines informations, eu égard au contexte? Comment est-ce que vous appréciez le professionnalisme de nos médias de façon générale? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait dans ce sens-là. Et je pense qu'au début de la crise, il y avait, bon, j'allais dire,
un certain débat sur le fait de, voilà, est-ce qu'il ne faut pas véritablement s'attacher aux principes de déontologie et d'éthique plutôt que de chercher à accompagner les autorités dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Mais je pense que nous avons tous pris conscience du fait que vraiment c'est une crise qui est vraiment difficile à résoudre et qui nécessite que chaque acteur, quel que soit son secteur, apporte sa contribution, ait une posture congruente avec les autorités politique du pays afin qu'on puisse lutter contre ce fléau-là qui est vraiment énorme pour préserver ce qui est essentiel. C'est clair que si on sort de ce contexte-là, on pourrait revenir au système ancien où voilà, un certain nombre de libertés peuvent être prises par les acteurs dans la façon de communiquer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un engagement des acteurs, des professionnels dans ce sens-là. J'en veux pour preuve le pacte qui a été signé tout récemment, et c'est le lieu de saluer l'initiative, l'accompagnement du Conseil supérieur de la communication pour fédérer, pour engager les acteurs dans cette façon de disposer pour accompagner, pour être un facteur qui aide dans cette lutte contre le terrorisme dans notre pays. Donc vous voyez qu'à travers ce acte-là, les médias on se sont volontairement engagés à contribuer pour que leur activité aide ceux qui au sommet entreprennent les politiques, les actions de lutte contre le terrorisme dans notre pays. Donc c'est à saluer, mais il faut continuer de le faire. Je pense que tant qu'on n'est pas sorti de cette situation difficile, personne ne peut, voilà, faut pas relâcher. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut saluer déjà ce qui est fait et encourager les acteurs professionnels à continuer dans ce sens-là. Parlons toujours de cadre légal et institutionnel. Dans le livre, à l'introduction, il est mentionné que les normes peinent à être respectées. Quand on regarde, on sait que c'est un gros travail de recherche qui a été minutieusement établi pour la parution de ce livre. Qu'est-ce qui explique principalement les difficultés à ce niveau? C'est la disponibilité, c'est l'accès des professionnels à ces textes. Une chose est qu'il y ait un texte, une chose est que ce texte-là soit connu et respecté par les acteurs. Donc, ce que j'ai observé quand j'étais au Conseil supérieur de la communication, c'est que justement, ces textes existent. Beaucoup de textes existent, mais sont méconnus par les acteurs. Et c'est justement ce qui m'a motivé à produire ce livre-là. Donc il faut qu'on travaille à promouvoir, à faire connaître ces textes, à les rendre plus accessibles. Donc justement, en les mettant dans un seul ouvrage comme ça, je pense, c'est là que je veux ma contribution. On facilite l'accès à ces textes-là aux différents professionnels du secteur de la communication de notre pays. Je pense qu'en résolvant ce problème d'accessibilité, on va contribuer grandement au respect, à la connaissance et au respect de ce cadre de la communication dans notre pays. Et c'est ça l'objectif que moi je me donne en produisant ce livre. Je dis, je veux que ce livre-là puisse aider à plus de conformité dans le secteur de la communication, que les professionnels connaissent les textes pour qu'ils puissent les appliquer. Je veux que ce livre concourt à plus de résilience dans le secteur de la communication dans notre pays, que les acteurs de la communication puissent connaître les différentes dispositions, les différentes règles qui ont été prises par les autorités au regard du contexte actuel et qu'ils les appliquent pour qu'ils puissent aider à résoudre le problème de la crise sécuritaire que nous traversons dans notre pays. Je pose deux questions à la fois. Il est vrai, vous l'avez expliqué, hein. Cela peut être dû à des difficultés d'appropriation de la part des acteurs eux-mêmes. Est-ce qu'en ce moment, on pourrait se demander à qui incombe la responsabilité de la vulgarisation de ces différents textes? Parce qu'une chose est aussi de prendre ces textes, mais l'autre aussi est de la vulgariser pour la mettre à disposition des différents acteurs. Et l'autre question aussi, est-ce que cela n'est pas souvent dû au nombre d'autodidactes
que l'on a dans le domaine de la communication aussi. Et par ricochet aussi, nous avons une explosion au niveau du numérique quand on regarde les nouveaux adhérents au fil des jours. C'est vrai. Et l'autorité qui édicte les normes, c'est vrai, doit pouvoir travailler à la connaissance de ces textes-là, à leur appropriation par les professionnels. Mais en ce qui concerne les lois, il ne faut pas perdre de vue que nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait. Donc derrière, il y a la responsabilité des professionnels. Si des textes sont adoptés pour votre secteur, pour encadrer vos activités, vous devez faire l'effort de connaître ces textes. Donc il faut acheter le livre-là pour pouvoir le lire. Et c'est dans cette démarche que je suis justement. C'est de dire, c'est vrai, les autorités doivent faire ce travail, mais un individu comme moi peut aussi apporter sa contribution en élaborant ce code privé-là pour faciliter l'accès aux textes-là aux différents professionnels du secteur. Ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur de la communication qui y sont arrivés comme on dit là sur le tas, voilà, qui ne sont pas passés par des écoles de formation et donc qui n'ont pas la connaissance des principes de déontologie, d'éthique qui encadrent les pratiques dans ce secteur-là. Et ça fait partie du fait que les normes ne sont pas respectées. Et le développement de l'espace numérique qui a vu la venue de nouveaux acteurs vraiment qui sont des autodidactes, qui sont des auto-entrepreneurs qui s'engagent en fait comme ils pensent, comme ils veulent, à la recherche d'une certaine notoriété ou bien pour faire affaire de leur business à travers le numérique. Et donc, qui ne s'encombrent pas forcément, bon, pas parce qu'ils veulent l'éviter, mais bien souvent parce qu'ils ne le connaissent pas, ils les ignorent. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de violations des différents principes. Encore une fois de plus, c'est pourquoi j'apporte ma contribution à travers ce livre-là. Je pense qu'il facilite les choses pour tout le monde. Et donc, ces acteurs-là, qui ne sont pas passés par les écoles, à travers ce livre-là, peuvent avoir vraiment une connaissance, en tout cas un minimum de connaissances sur ce qui encadre leurs pratiques et qu'ils doivent respecter, non seulement d'un point de vue de la loi, mais qu'ils doivent respecter aussi au regard du contexte difficile que nous traversons dans notre pays. Vous l'avez dit en début d'échange, vous avez salué cette décision du gouvernement, ce communiqué justement qui rappelait un certain nombre d'acteurs religieux à faire preuve de tolérance dans le discours religieux. Aujourd'hui, quand on regarde le contexte sécuritaire, quel pourrait être le rôle de la communication justement afin de promouvoir le meilleur vivre ensemble? Oui, c'est important, c'est clé, c'est essentiel. Et quelqu'un disait que la guerre, c'est certes la guerre des armes, mais c'est aussi peut-être avant tout et même à la fin aussi la guerre de la communication. Si vous ne gagnez pas au niveau de la communication, ça va être difficile de gagner au niveau des armes. Prenons la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Tout le monde est convaincu que pour que la bataille soit gagnée, il faut qu'il y ait une réelle une implication positive des populations. On ne peut pas laisser cette préoccupation-là aux seules mains de nos forces de défense et de sécurité. Il faut que les populations accompagnent, agissent en synergie avec leurs forces de défense et de sécurité. Mais comment ils arrivent à le faire? Comment ils connaissent la bonne façon d'agir en synergie avec leurs forces de défense et de sécurité? C'est à travers les actes de communication. Comment ils ont la volonté, l'engagement, la motivation à agir avec leurs forces de défense et de sécurité? C'est à travers les éléments de sensibilisation et tout ça passe par la communication, par les médias. Donc avoir des médias qui prennent conscience et des acteurs de l'espace médiatique qui prennent conscience de l'implication des citoyens dans la lutte contre le terrorisme, ça contribue à agir efficacement dans cette bataille-là. Donc oui, la communication a un rôle clé à jouer. Et pour cela, tous les leaders, tous les porteurs de discours dans l'espace public doivent se doter de cette mission-là. C'est pourquoi quand le message du gouvernement que vous évoquez tantôt est très important. Il appelle les responsables religieux à prendre toute
la mesure de l'importance de leur discours dans ce contexte que nous traversons. Et à un certain moment, bon, je pense qu'on aurait dit ils peuvent s'exprimer comme ils voudraient, mais dans le contexte difficile que nous traversons, ils doivent davantage mesurer leur discours et ajuster leur discours en fonction de comment ce discours-là peut aider le pays à sortir de cette situation difficile. Si on divise encore notre pays, si on divise encore la nation, on se fragilise et ça compromet nos actions dans la lutte contre le terrorisme. Donc, moi je trouve que c'est un discours qui est vraiment la bienvenue. Il faut qu'il y ait un relais au niveau des leaders religieux pour dire que ce discours-là, ça ne doit pas être le souci seulement des autorités publiques, ça doit être eux aussi leur souci pour qu'ils sensibilisent davantage les acteurs internes à chaque communauté religieuse pour dire qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux où les gens peuvent s'exprimer, mais on a aussi un contexte difficile qui nous oblige à être responsables dans notre façon de communiquer. Lorsque l'on fait l'état des lieux du secteur de la communication aujourd'hui, notamment à travers ces différents acteurs, il est difficile de ne pas parler des difficultés. Et là, je veux parler du privé, j'appartiens à un privé. Et la plupart font face à une certaine concurrence déloyale, ne serait-ce que soit dans la part de couverture, soit dans la part des publicités et autres. Est-ce que le respect scrupuleux du cadre légal et institutionnel pourrait permettre de juguler ceci? Oui, et c'est pourquoi il faut toujours travailler à renforcer davantage la structuration du secteur de la communication. Et ça, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai produit ce livre. Je suis publicitaire, j'ai été le président des publicitaires, j'ai vu à quel point le manque de structuration du secteur impactait négativement sur la viabilité économique des entreprises de publicité. Et ce ne sont pas que les entreprises de publicité qui en souffrent. Les entreprises médiatiques, vos entreprises, en souffrent grandement. Nous avons un espace concurrentiel de plus en plus ouvert à cause du numérique, mais nous ne devons pas perdre de vue que nous avons des entreprises au niveau national qui doivent vivre, qui doivent être fortes. Et si elles sont fortes, elles aident davantage le pays à se développer au plan économique, au plan social, au plan culturel. Quand vous prenez par exemple la valorisation de notre identité culturelle, faire en sorte que nos enfants se reconnaissent burkinabés, se reconnaissent citoyens burkinabés, soient dans cette posture d'agir en faveur de leur pays, ça c'est lié grandement aux contenus médiatiques qui sont véhiculés. Donc il doit y avoir un travail qui doit être fait pour préserver la viabilité économique de ces entités-là. Et je pense que pour cela, nous devons tous travailler à ce que les textes soient respectés. Il y a des normes qui protègent, qui préservent. Si vous prenez par exemple au niveau de la publicité, on oblige une structure qui vient de l'extérieur a forcément s'adosser à une entreprise nationale si elle veut faire de l'action au Burkina Faso. Voilà. Au niveau aussi des entreprises médiatiques, il y a des normes. Par exemple, les sociétés de presse, certes, il y a la liberté de création des entreprises de presse, mais il y a des normes qui encadrent. Au niveau de l'audiovisuel, il y a des normes qui encadrent l'autorisation qui vous est accordée de faire ce travail-là. Et je pense que nous devons travailler davantage pour que ces normes-là soient respectées au bénéfice des professionnels. Si les règles sont respectées, ce sont les professionnels qui vont tirer un plus grand profit du marché de la publicité, de la communication dans notre pays. Mais si les normes ne sont pas respectées, les ressources là vont fuir vers d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs légaux ou qui ne sont pas des acteurs, j'allais dire, nationaux que nous voulons promouvoir. Dans la couverture du livre, quand on regarde une télévision, un ordinateur, une radio, on voit l'importance que vous accordez aux médias. Et là, ma question, pourquoi les médias occupent-ils plutôt une place si centrale quand on parle du cadre réglementaire, et aussi quels sont les enjeux spécifiques liés aux médias, surtout dans un contexte où les dérives peuvent facilement arriver dans le contexte de crise? Oui, c'est vrai. Effectivement, quand vous prenez le livre, on a dans le livre 62 textes de loi. Il y a 33
c'est-à-dire plus de la moitié, qui porte sur les médias. Cela montre que les autorités qui édictent les normes sont soucieux de l'encadrement des médias. Cela est dû à l'influence que ces médias-là ont sur nos populations. On estime en gros que les cadres qui permettent d'influencer véritablement la façon, l'opinion publique et la façon de penser des populations, c'est l'éducation et les médias. C'est l'éducation et les médias. Et donc, si vous voulez encadrer le secteur de la communication, le souci premier va être de vous intéresser, de vous préoccuper des médias, dans leur façon d'être, dans leur façon de s'organiser et dans leur façon de diffuser leurs messages et quel type de messages ils peuvent diffuser, quel type de messages ils ne peuvent pas diffuser. Donc je pense que c'est ça qui explique un peu la floraison, la grande quantité de textes qui concernent les médias. Et c'est dû aussi, je suis d'accord avec vous, au contexte que nous traversons. On est sûr que si les médias accompagnent, si les médias jouent un rôle positif, ça va aider le pays à sortir de cette situation difficile. A contrario, si le discours médiatique n'est pas bien ajusté, ça peut rendre la chose encore plus difficile. Concernant la publicité et la communication dans son aspect commercial, quels sont les principaux objectifs de l'encadrement légal? D'une part, il s'agit d'abord pour l'autorité de protéger les citoyens contre les publicités mensongères. Quelqu'un peut dire, voilà, je vends tel produit, il peut résoudre tel problème alors que ce n'est pas le cas. Donc, à travers cet encadrement-là, il s'agit de protéger les citoyens contre la publicité mensongère. Il s'agit aussi d'encadrer la concurrence entre les professionnels des différents secteurs. Voilà, par exemple, vous ne pouvez pas faire la publicité pour vous en prendre à votre camarade, dénigrer votre concurrent, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça l'objectif de l'encadrement de la publicité. Et aussi, faire en sorte qu'il y ait une sorte d'harmonie entre ce qui est interdit dans la vie réelle, dans la vie physiquement, et puis ce qui est interdit dans l'espace numérique, faire en sorte qu'il y ait une certaine logique. Voilà, par exemple, on ne peut pas dire que telle chose est interdite dans la vie, et puis laisser que dans l'espace médiatique, on puisse faire la publicité de cette chose-là, ça n'a pas de sens. Par exemple, si vous prenez par exemple les armes, vous voyez que la production, la commercialisation des armes, c'est vraiment réglementé. C'est la même chose dans l'espace numérique. Si vous prenez par exemple la construction des hôpitaux ou la production des médicaments, la commercialisation des médicaments, c'est grandement réglementé. C'est la même chose dans l'espace médiatique. Donc, c'est le but de cet encadrement-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les deux secteurs. Ce qui est interdit ici est aussi voilà, encadré ou interdit dans cet autre secteur, dans l'espace médiatique. Une autre question, c'est que la communication de façon générale, que ce soit les médias ou que ce soit les réseaux sociaux, c'est régi par une institution qui surveille et qui veille au bon grain pour la bonne marche des choses. Aujourd'hui, quand on parle du cadre légal et institutionnel, quel est le rôle du CSC, cette maison que vous connaissez bien? C'est un rôle fondamental, c'est la pièce maîtresse. Quand vous prenez les attributions du Conseil supérieur de la communication, vous voyez que le Conseil supérieur de la communication a pour mission de veiller à ce que les textes législatifs et réglementaires soient appliqués, soient respectés dans notre pays. C'est vraiment les gens disent le gendarme, voilà, du secteur de la communication. Et c'est vraiment l'élément, l'acteur clé de ce secteur. Et je pense que c'est une bonne chose que les professionnels soient représentés dans ce secteur-là pour aussi accompagner, faire en sorte que certaines considérations soient prises en compte dans la façon de réguler les médias.
Et je pense qu'il faut saluer aussi le fait que c'est une institution qui est grandement représentée à travers notre pays, ce qui permet d'être beaucoup plus proche des acteurs. La régulation demande qu'il y ait un dialogue, un rapprochement avec les acteurs pour pouvoir agir. Ce que je salue aussi, c'est effectivement cette capacité de dialogue entre l'institution et les professionnels des médias, entre les organisations professionnelles des médias. Le pacte qui a été adopté tout récemment, on l'a vu, implique les organisations professionnelles des médias, les responsables des médias, le Conseil supérieur de la communication. C'est vraiment utile qu'il y ait ce dialogue-là qui permette donc à tous les acteurs du secteur de la communication de pouvoir s'entendre sur, j'allais dire, un mode opératoire pour favoriser la lutte contre le terrorisme actuellement dans notre pays. Et je pense que c'est ce à quoi on a abouti avec ce pacte qui a été signé tout récemment, que, encore une fois de plus, je salue et je félicite les différents acteurs pour leur engagement à travers ce pacte-là, et je les encourage à travailler, à respecter les dispositions qui sont incluses de leur engagement à travers ce pacte-là. Le livre est intitulé « La communication au Burkina, cadre légal et institutionnel ». Comment est-ce que nos téléspectateurs et auditeurs pourraient se le procurer? Alors, il est disponible, il est sorti le 12 mai dernier aux éditions Mercury, donc vous pouvez l'avoir aux éditions Mercury, à la librairie Mercury. Vous pouvez aussi nous contacter aussi, on peut vous le faire livrer également sur nos différentes pages. Il y a les différents contacts qui sont disponibles. Et il coûte 12 000 francs seulement. Voilà. C'est un ouvrage, c'est un recueil. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment l'ensemble des textes qui sont produits par nos différentes assemblées législatives, qui sont produits par le gouvernement, qui sont produits par les régulateurs, qui sont produits par les organisations sous-régionales, notamment les directives pour harmoniser les politiques de communication dans nos différents pays, et qui sont produits aussi par les organisations professionnels. Voilà, donc ça fait au total 62 textes qui vraiment donnent une vue générale de l'encadrement de la communication dans notre pays. Abdoulaziz Bamogo, merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes auteur, expert en développement des médias, des capacités marketing et de la communication. Vous êtes également ancien président du Conseil supérieur de la communication CSC. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci encore et beaucoup de courage dans le travail que vous faites. Merci bien. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Tweet TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que j'ai pris plaisir à vous présenter. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver prochainement pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.